Bonjour à tous, je suis Sandra Sanfara et je suis consultante et représentante de Bulle d'enfance. Je suis là pour accompagner les familles dans leur parentalité, mais aussi tous les professionnels de la petite enfance. Je vous propose cette série d'ateliers sur la gestion du stress des enfants. C'est une série d'ateliers vraiment inédite, faite exprès pour l'IGLF et je suis vraiment ravie de pouvoir vous la présenter en espérant qu'elle va répondre à bien des questions, bien des besoins que vous avez. Alors, nous allons commencer tout de suite avec ce premier atelier sur nos enfants et le stress. Alors, débutons tout de suite par finalement des concepts simples, importants, que nous avons besoin de comprendre pour parler un peu le même langage. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le stress? Le stress, c'est quelque chose qu'on perçoit dans notre corps. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est une perturbation physique. On peut se sentir bien, puis d'un seul coup, on sent qu'on se crispe, que nos poings se ferment, que notre visage devient un petit peu plus rigide, plus fermé aussi. Et ça se ressent donc à l'intérieur du corps, mais aussi dans notre tête, sur un plan psychologique. Et cette perturbation-là, autant physique que psychologique, eh bien, est tout simplement due à une situation qui vient nous chercher, mais de manière négative. Donc, on peut se sentir comme agressé par un conflit, le froid nous stresse, quand on vit une situation d'échec, un événement triste, quelque chose comme ça. Donc, le stress, c'est vraiment cette tension qu'on peut ressentir sur un plan physique et psychologique, je dirais plus que ou psychologique. Souvent, ce sont les deux qui sont intimement liés. Il y a quatre facteurs qui provoquent vraiment des situations de stress ou du stress en soi. Et si ces quatre facteurs-là ne sont pas, euh, en tout cas, ne sont pas contrôlés, c'est là où on peut avoir différents niveaux de stress. Le premier, c'est vraiment le contrôle. C'est quand on perd le contrôle sur un événement, sur une situation, et que cela va être donc hors de notre contrôle et que du coup, on ne pourra plus savoir ce qui va se passer, on ne pourra plus autant anticiper et ça va nous amener à l'imprévisibilité. Où une situation absolument pas prévue du tout arrive comme ça, d'un coup, et on n'était pas prêt. On n'avait pas de moyens pour nous protéger. La nouveauté peut être aussi un facteur de stress, mais un facteur de stress qui peut être à ce compte-là autant négatif que positif. Hein, ça peut être un stress vraiment positif qui nous booste, qui nous donne envie d'aller de l'avant, de nous surpasser. Et à ce moment-là, c'est plutôt assez positif. Mais la nouveauté peut aussi créer un stress paralysant. Donc, par exemple, quand on se retrouve confronté à une situation pour la toute première fois où on va perdre nos repères, là, on se retrouve effectivement dans une situation assez difficile à gérer. Pour les enfants, ça peut être comme le premier jour de la rentrée scolaire. Ils arrivent dans une nouvelle école ou dans une nouvelle classe, des nouveaux amis, nouvel enseignant. Là, il peut y avoir vraiment du stress, mais c'est un stress qui peut être positif avec la curiosité qui prend le dessus et donc l'enfant va aller de l'avant. Et puis le dernier facteur, c'est que lorsque l'ego est menacé, lorsque notre personnalité, nos valeurs profondes, notre soi profond est menacé et qu'on a véritablement peur d'échouer ou de faire des erreurs qui pourraient être irréversibles. Alors, comme je disais, le stress peut toucher les enfants. Puis c'est ça qui est assez étonnant parce qu'on pense toujours que le stress est lié à l'âge adulte. Éventuellement aussi l'adolescence avec tous les examens qui arrivent, l'entrée à l'université, au collège ou à la vie active. Donc on peut imaginer effectivement à l'adolescence. Mais on n'imagine pas en dessous de l'adolescence que l'enfant peut vivre du stress. Et pourtant. Entre 2 et 5 ans, les enfants commencent à vivre des situations stressantes. Souvent, ça sort par les cauchemars ou les peurs irrationnelles, souvent liées, vous savez, aux fameux monstres sous le lit qu'on doit vérifier, ou à des personnages fictifs qui viennent un peu hanter leur vie et qui génèrent chez eux du stress.
Souvent, tout ça, c'est un amalgame de différentes situations qu'ils vivent dans leur vie de tous les jours et qui se cristallisent lors de cauchemars ou de situations qu'ils imaginent. N'oubliez pas qu'entre 2 et 5 ans, ils ont une créativité et une imagination relativement débordantes. Après 5 ans, les peurs vont devenir beaucoup plus rationnelles. L'enfant commence à comprendre l'environnement qui l'entoure, il commence à comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, du coup, il y a des peurs qui rentrent beaucoup plus facilement dans son quotidien, telles que la première peur serait de perdre ses parents. Les idées de mort, de compréhension de la mort, de disparition d'êtres chers, de la douleur, de blessures, tout ça, il en a beaucoup plus conscience qu'avant. Donc, il comprend que l'environnement n'est pas toujours extraordinairement facile ou extraordinairement rose. Donc, ça peut être lié à des événements qu'il a vécus ou des situations qu'il a vécues qui créent effectivement des micro-traumatismes. Puis évidemment, à l'adolescence, on sait que les peurs peuvent être beaucoup plus fréquentes, plus compliquées, parce que ça peut être en lien avec la réussite scolaire. Ça peut être aussi en lien avec toutes les relations amicales, amoureuses que vont connaître les adolescents et qui font une partie intégrante de leur personnalité et qui ont une place relativement importante dans leur vie. Donc, on va parler d'un stress assez particulier qui s'appelle le stress de performance. Et encore une fois, c'est un stress qu'on perçoit assez bien au niveau de l'adolescence, lorsque les enfants sont dans une fin de scolarité finalement obligatoire. On pense que c'est un peu moins fréquent dans la scolarité au niveau de l'école primaire. Et pourtant, ça existe. Le stress de performance, qu'on appelle aussi anxiété de performance, est très importante. Puis c'est une peur qui est ressentie lors de périodes d'évaluation, des examens, des quiz, des devoirs à rendre, des projets à rendre, qui valent beaucoup dans la pondération, dans la note finale, des moments où il faut se concentrer longuement, où on sait qu'on va être évalué, même évalué par les pairs d'ailleurs. Donc tout ça génère un stress de performance et il faut savoir que le stress de performance, forcément, peut arriver déjà jeune, avant même l'adolescence, pour la simple et bonne raison que les notes, les devoirs à rendre, les évaluations apparaissent déjà à cet âge-là. Donc ce stress peut vraiment être ressenti très vite par les jeunes enfants, même si c'est plus commun au niveau des adolescents et des adultes. Les adultes ressentent le stress de performance dans leur environnement professionnel majoritairement. Donc, il y a de nombreuses conséquences par rapport au stress de performance sur le développement de l'enfant. Tout d'abord, on ne sait pas, c'est difficile de vraiment évaluer combien d'enfants peuvent être touchés par ce stress de performance ou cette anxiété de performance. Tout simplement parce que ce n'est pas répertorié dans le DSM-5, qui est le livre de psychopathologie et psychiatrie, donc dans ce manuel-là. Et même s'il y a beaucoup de symptômes qui sont répertoriés dans le DSM-5, le stress de performance, à proprement dit, n'est pas répertorié. Donc c'est plus difficile de poser des diagnostics précis et de pouvoir, du coup, de ce fait, donner un chiffre précis. Cependant, il est souvent inclus dans l'anxiété générale et on sait que les enfants et les adolescents reçoivent de plus en plus de diagnostics de troubles anxieux. Donc, rappelons que le trouble anxieux vraiment englobe aussi l'anxiété de performance. Dans les signes, il y a 3 types de signes, les réactions qui sont physiques, émotionnelles et comportementales. Donc, sur un plan physique, l'anxiété de performance peut se traduire par tout un tas de symptômes, tels que les fameuses bouffées de chaleur. Puis j'imagine que ça, vous l'avez vous-même peut-être déjà ressenti en tant qu'adulte, où on a un petit coup de chaud, on ne sait plus trop où est-ce qu'on vit. On peut avoir mal au ventre, peut-être envie de vomir, être un peu nauséeux. Parfois, ça déclenche même des nausées au complet, des vomissements. Euh, la gorge nouée, l'estomac noué, on sent que tout est très serré à l'intérieur. Mal au crâne, on peut avoir des vertiges ou envie d'aller aux toilettes, les fameuses envies pressantes où il y a 3 gouttes qui vont sortir, mais on ressent qu'on a envie pourtant. On peut avoir des troubles du sommeil, une espèce de fatigue aussi, même si on dort bien, une grosse fatigue constante. L'alimentation peut changer, des fois avoir un gros besoin de sucreries ou au contraire de choses bien grasses.
Pas ce qu'il y a de plus de santé, ça, on est d'accord. Donc, sur un plan physique, l'anxiété de performance a une multitude de symptômes. Du côté émotionnel, ça peut être des peurs extrêmes ou même un enfant qui est dans un stress de performance peut voir arriver une abeille et hurler à la mort alors que l'abeille est à 3 mètres de lui, alors qu'il ne le faisait pas avant. Simplement pour expliquer que toutes les peurs sont démesurées. En tout cas, les symptômes des peurs sont démesurés. Euh, Ça peut être aussi une espèce d'irritabilité comme constante, hein, jamais heureux, grognognon, un sentiment ouais, que l'enfant n'est pas heureux. Il peut aussi ressentir qu'il n'y arrivera pas, qu'il va être impuissant face à ces situations, qu'il a beau travailler, mais ça ne veut pas. Donc il peut avoir tout un tas de pensées aussi qui ne sont pas vraiment rationnelles, ou imaginer la pire des catastrophes, que s'il ne se présentera pas à l'examen, parce qu'il va lui arriver ça, 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 puis il va avoir zéro, puis toute sa vie va être foutue, etc. Donc vraiment des choses qui sont dans des proportions assez importantes. Puis sur un plan comportemental, l'anxiété de performance peut générer des comportements donc spécifiques tels que l'opposition, où l'enfant va s'opposer continuellement à tout ce qu'on peut dire, que ce soit de l'encouragement qu'on offre, du support, des discussions positives. L'enfant va systématiquement s'opposer à ça, ou au contraire, va vouloir demander beaucoup d'attention dans tout ce qu'il va faire, beaucoup, beaucoup d'attention. Il peut avoir aussi des pics d'hyperactivité, il ne tient plus en place, être agité, avoir des gros défis de concentration aussi, ou au contraire, fuir, éviter, ne même plus essayer d'ouvrir un livre d'école, oublier que cette situation-là le met vraiment à mal. Des fois, ils peuvent développer aussi comme des tics. C'est rassurant, hein, c'est des petits gestes ou des paroles qui sont comme des rituels et qui permettent un petit peu, vous savez, de conjurer le sort et le mauvais sort, en tout cas d'avoir une mauvaise note, par exemple. Donc des petites manies ou au contraire travailler jour et nuit sans jamais s'arrêter 24 heures sur 24 et d'en faire bien trop et bien plus qu'il n'en faudrait. Donc, vous pouvez trouver tout plein de ressources et d'explications sur le stress de performance sur ce site de Naître et Grandir. Alors, si mon enfant, justement, se sent mal à l'école et qu'on se pose la question, est-ce que c'est un stress de performance? Est-ce que c'est parce qu'il se passe quelque chose à la maison qui reflète à l'école? Est-ce qu'il a des défis avec ses amis, son amoureux ou son amoureuse? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quelque chose qui se passe à l'école et on le voit par tous les symptômes qu'on vient de citer précédemment, par exemple. Alors, il peut y avoir tout un tas de causes. Une des plus habituelles, c'est vraiment le conflit avec les amis. Les groupes d'amis sont excessivement importants au niveau de l'âge, de l'adolescence et de la préadolescence. Et quand il y a un conflit qui émerge, c'est là où ça devient vraiment compliqué. Mais ça peut être aussi indifférent avec les enseignants. Donc, ne pas se sentir bien avec ses enseignants, se sentir mal jugé, que l'enfant peut sentir comme une injustice envers lui, pas écouté. Ça peut être aussi une fatigue constante qui peut être due justement à toutes ces révisions ou trop d'activités aux alentours de l'école qui font qu'il se sent fatigué à l'école. Mais aussi trop de devoirs qui peuvent apporter un énorme découragement, ne jamais en voir le bout, jamais avoir un jour tranquille sans rien. Ça peut être des défis de compréhension, tout simplement parce que l'enfant peut avoir certaines lacunes dans son développement global et qu'il y a certains points qu'il ne comprendra pas aussi vite ou qu'il aura besoin d'explications différentes que ce qu'offre l'enseignant. Donc des fois, il a juste besoin d'un petit mentorat, tutorat, puis hop, ça repart. Alors, voilà pour les différents stress au niveau de l'enfant. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de débroussailler qu'est-ce que le stress de performance. Vous expliquez surtout que le stress ne touche pas que les adultes, mais bien aussi les adolescents, certes, mais les enfants et tout jeunes. Donc, il faut vraiment rester à l'affût de différents symptômes, sans non plus complètement rester focus sur les symptômes et ne pas réfléchir que c'est finalement très passager et que ce n'est pas une situation de stress, mais c'est juste quelque chose de très ponctuel. Donc, établissons déjà toutes ces idées-là, réfléchissons à ça.
Puis dans les prochains ateliers, on va beaucoup discuter de différentes stratégies, méthodes d'autorégulation pour l'enfant, mais aussi pour vous-même, parce que vous allez vous rendre compte que le stress de l'enfant, bah, ça va dépeindre sur vous, forcément. Vous voulez le meilleur pour votre enfant. Donc c'est assez logique que ça va dépeindre sur vous. Donc on va réfléchir aussi à bah, tout simplement un système de protection pour les familles, éventuellement, vivant dans ce type, avec ce type de situation. Alors, j'espère que ce premier atelier vous a déjà permis de repérer bah, quelques petits concepts. Vous avez la présentation avec vous si vous voulez la revoir autant de fois qu'il le faut. Et puis, bah, je vous dis à très très vite pour notre second atelier. À bientôt!